Éric Danon, ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023, comme chaque semaine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Ilana et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous nous éclairez, Éric, sur les conséquences géostratégiques des événements récents au Moyen-Orient. Quels sont les grands changements que vous avez justement observés ? En l'espace de 15 jours, la région a été le théâtre de transformations majeures. La décapitation du Hezbollah et la destruction d'une partie importante de son arsenal militaire ont bouleversé les équilibres. En termes géopolitiques, cela entraîne 5 conséquences clés qu'il faut bien comprendre pour saisir l'ampleur de la situation. Alors quelles sont ces 5 conséquences ? La première, c'est la réaffirmation spectaculaire de la supériorité militaire d'Israël. Cela ne se limite pas à une simple démonstration de force, c'est une véritable révolution dans l'art de la guerre moderne. Israël a utilisé des technologies de pointe avec une précision chirurgicale. Prenez l'exemple des beepers. Ces opérations sont à la fois massives, ciblées et indétectables avant leur déclenchement. Cela montre à quel point Israël a su innover, comme d'ailleurs avec les bombes à perforation lourde employées pour la première fois pour éliminer Nasrallah. Ce n'est pas seulement un avertissement au Hezbollah, c'est aussi un message direct à l'Iran. Vos installations souterraines ne sont pas hors de notre portée. Et cela ne s'arrête pas là, Ilana. Regardez l'élimination d'Ismail Haniyeh à Téhéran. Ce n'est pas juste une frappe ciblée, c'est une opération extrêmement sophistiquée dont les détails restent encore en grande partie inconnus. Ce que nous savons, c'est que ces opérations ont été préparées bien en amont, en toute discrétion, et lancées en quelques minutes seulement lorsque la fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Ce sont des opérations de sidération qui laissent l'Iran et ses alliés, notamment le Hezbollah, dans une position de faiblesse inédite. Alors une stratégie planifiée de longue date qui surprend l'ennemi au moment crucial finalement. Quelles sont les répercussions pour l'Iran ? C'est la deuxième conséquence majeure. L'Iran se trouve considérablement affaibli, pris dans un dilemme stratégique presque insoluble. D'un côté, il pourrait tenter une riposte, même massive, mais ce serait tomber dans le piège qu'Israël lui a tendu. D'un autre côté, ne pas réagir signifierait perdre la face, ce qui serait un coup terrible pour son image dans la région. On le voit bien dans la réaction du guide suprême, Ali Khamenei, qui n'a pas directement menacé de guerre ouverte après l'assassinat de Nasrallah. C'est révélateur. Au lieu de ça, il a fait un appel général aux musulmans pour soutenir le Liban et le Hezbollah, une réponse presque édulcorée pour un événement d'une telle importance. Cela montre à quel point l'Iran est en difficulté. Et plus globalement, ce que l'on appelle l'axe de la résistance est en pleine déroute. Les proxys de l'Iran, les fameux 3H, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, eh bien, ils ne semblent plus en mesure de se battre efficacement pour lui. Ces groupes, autrefois piliers de l'influence iranienne dans la région, sont aujourd'hui en retrait, incapables de protéger leurs parrains. C'est un tournant majeur dans l'équilibre des forces régionales. Et c'est ce qui redéfinit la carte géopolitique du Moyen-Orient. Absolument. C'est la troisième conséquence. Une nouvelle donne géopolitique s'installe. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la division du monde arabe face à ces événements. Et attention, Ilana, il ne s'agit pas d'une division en parts égales. Non, en réalité, il y a bien plus de jubilation que de consternation face à la chute du Hezbollah. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que Nasrallah n'a jamais fait l'unanimité. Si d'un côté, il était adulé comme le libérateur du Liban après l'occupation israélienne en 2000, de l'autre, il était détesté pour son rôle dans l'écrasement sanglant de la révolution syrienne et pour sa soumission aux intérêts iraniens. Ainsi, pendant que des manifestants pro-Hezbollah agitaient des drapeaux à Bagdad, des jeunes Syriens célébraient sa mort en distribuant des gâteaux à Idlib, dernier bastion de la rébellion contre Assad. Cette fracture au sein du monde arabe révèle une division profonde entre ceux qui soutiennent encore l'idéologie du Hezbollah et ceux qui rejettent de plus en plus l'influence iranienne dans les régions et qui se réjouissent de l'action israélienne. C'est un paradoxe qui est seulement apparent si l'on considère que l'islamisme reste le meilleur ennemi de l'islam. Alors justement, cette division interne dont vous parlez dans le monde arabe, c'est un élément clé. Quelles sont les 2 autres conséquences que vous voyez émerger ? La quatrième conséquence, et elle est d'autant plus importante qu'elle est récurrente, c'est l'incapacité de l'ONU à gérer ces conflits modernes. Regardez, Ilana, Russie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan et maintenant le Moyen-Orient. L'ONU n'arrive plus à jouer son rôle. Les mécanismes sont obsolètes. Le secrétaire général est bien trop timide dans ses actions. On peut aussi évoquer des questions éthiques avec la non-démission de Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, ou encore la nomination de Nawaf Salam, ancien ambassadeur du Liban à l'ONU, à la présidence de la Cour internationale de justice. Une nomination qui en dit long sur la politisation de certaines institutions internationales. Alors, pour terminer rapidement, Éric, c'est un constat préoccupant. Oui, et la 5e conséquence, que je trouve profondément regrettable, c'est l'effacement de l'Europe sur cette scène géopolitique. Les Européens ont été largement en dessous des attentes face à ce bouleversement majeur au Moyen-Orient.
Pourtant, il s'agit d'une région où l'Europe a des intérêts stratégiques vitaux. Mais que voyons-nous ? Des réactions timides, des institutions européennes qui peinent à adopter une position claire et cohérente. Je ne vais pas m'attarder à critiquer les positions des différents pays européens ici, mais la passivité est évidente. Il y a une réelle absence de leadership et malheureusement, cela affaiblit la voix de l'Europe sur la scène internationale. Merci beaucoup, une analyse riche et complète. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur Éric Danon. Nous vous retrouverons avec plaisir mardi prochain, juste après la commémoration du 7 octobre.